BAT. Lèvons-nous et bâtissons. Les BAT. Un nouvel esprit pour un Congo nouveau. Les BAT. Ensemble, réinventons l'avenir. Dans la cour du peuple, on fait la chance du peuple, on fait la les gens. Attends. Ingénieur. Oui, non. Comment ça se passe? Il y aura quelqu'un qui va annoncer le président, qui va dire comme ça, il sort dans le maison. Non, il annonce que il fait juste l'annonce que Cher monsieur, bonjour. Bonjour à tout le monde. Nous vous saluons Chevalier de la Plume, professionnel des médias. C'est lui qui tient le micro pour la caméra. Vous êtes bienvenus dans ce point de presse des présidents nationaux du parti politique Les Ronds et Bâtissons, les BAT en sigle Alain Bolozo. Ceci, nous allons procéder de cette manière. Il y aura un exposé de la part des hôtes de ce point de presse qui nous a invités. Nous devons savoir la quintessence de cette invitation, de quoi il s'agit. Et puis après, nous allons passer au jeu de questions-réponses. Ça sera aussi d'une manière ordonnée. Vous soulevez
la main. Nous sommes ici tous professionnels des médias, nous savons comment ça se passe. Donc, après son exposé, nous allons revenir pour récolter des questions. Prière de passer au moins des questions par personne et puis il va répondre à toutes ces questions. Ça sera aussi la fin. Mais après aussi, il y aura la sixième question, le cocktail qui nous attend, c'est-à-dire entre nous, nous savons, et après ces points de presse, il y aura un moment de conclusion. Sur ce, je passe la parole au président national de l'EBAT, le président Alain Bonojo-Imola, pour son exposé. Merci, cher monsieur. Bonjour à tout le monde. Je voudrais attirer votre attention sur la situation de notre pays. Je considère être en danger. Très souvent, nous nous rendons compte que nos amis du pouvoir profitent de l'ignorance d'une catégorie de nos concitoyens pour justement donner une autre impression ou sinon une autre image d'eux, alors qu'en réalité, ce ne sont que des criminels. Je vais tenter de vous les démontrer sur base de leurs propres données. Nous allons insister sur les finances publiques. Nous allons parler de la volonté de M. Félix Tshisekedi de créer les conditions pour qu'il y ait malversation financière. Nous allons insister sur le fameux procès du Kambalonzo et éventuellement vous démontrer le caractère caporaliste de la procédure que nous condamnons par ailleurs. Mais à la fin, on va insister ou nous allons nous appuyer sur ce que M. Nicolas Kazada a dit. Éventuellement, on va survoler les vraies raisons qui ont fait que l'inspecteur général des finances soit évité et là, principe de gestion du personnel. Chers concitoyens, je suis là qu'en 2021-2022, nous avons dû organiser une série d'activités dans le même sens. Nous vous avons démontré que le fameux programme de 145 territoires était un mécanisme d'enrichissement illicite et de détournement de fonds publics. Nous avons dit que le programme de 100 jours était conçu justement pour enrichir ceux qui sont au pouvoir. Et nous revenons aujourd'hui pour faire l'état des lieux, éventuellement faire l'évaluation. Parce que, comme vous le savez, c'est lui qui est devant vous, et non seulement politique, mais c'est un économiste de formation. Donc, naturellement, mon approche, c'est plus technique. Je me permets de demander à des services de distribuer un certain nombre de documents. Parmi ces documents, vous avez le programme de 100 jours. Vous aurez le programme de 145 territoires. Je n'en ai pas ici. Vous aurez le manuel de procédure et de circuit de la dépense publique. Vous aurez éventuellement la liste de structures que M. Félix Tshisekedi a eu à créer au niveau de la présidence de la République. Vous aurez enfin la fameuse ordonnance fixant les avantages liés aux membres de son cabinet. Je crois que sur base de tous ces éléments, vous allez comprendre de quoi il s'agit en réalité. Premièrement, en date du 24 janvier 2019, M. Félix Tshisekedi a eu à prendre une série d'ordonnances. Parmi ces ordonnances, il y avait l'ordonnance pour nomination de son directeur de cabinet qui est le professeur Kamere. Il l'a nommé et quelques temps après, au mois de mars, ils ont mis à lancer le programme de 100 jours. Dans ces programmes, on vous a présenté un tableau synoptique, un tableau de synthèse, avec un coût global de 488 145
106 francs et 106 dollars. C'est-à-dire, on vous l'a présenté justement parce que ils savaient très bien que ce n'était pas vrai. Il y avait d'autres éléments, il y avait d'autres projets qui n'apparaissaient pas dans le tableau synoptique, dans le tableau synthèse, alors qu'en réalité, le coût global dépassait 700 millions de dollars. Je ne voudrais pas vous rappeler ce qu'ils en ont fait, mais je voudrais vous donner des chiffres. Pour le route, il y avait deux niveaux. Il y avait l'office de route qui s'occupait de routes à intérêt national. L'OVD qui s'occupait de routes à intérêt provincial et de routes urbaines. Le total, ça faisait 240 438 329. C'était justement pour moderniser le port de Calémie et mener les études de faisabilité pour la réhabilitation du port du Sud-Kivu. Pour l'agriculture, pêche et élevage, ils avaient prévu 774 000 justement pour produire du poisson. Il y avait d'autres secteurs qui n'apparaissaient pas dans ce qu'il y a, mais moi je voudrais plutôt vous renvoyer. Je ne sais pas si vous avez déjà le document. Je peux vous renvoyer en ligne ce qui était prévu. Et je crois que nos amis de Mwanda qui nous suivent vont comprendre qu'il y a beaucoup d'éléments qui doivent éclairer votre lanterne. Si nous estimons que le pays ne peut pas être géré de la sorte. Je vous parle du projet de construction d'un barrage électrique à base de gaz. Ça devait être construit au niveau de Mwanda avec un budget global de plus de 192 millions de dollars de fonds disponibles. Et cela devait être financé par Perenco. Et toute la zone devait être desservie en électricité. Fort malheureusement, ce projet n'a jamais vu le jour. Et à la suite, il fallait comprendre qu'il y a un élément essentiel qui lie le départ de celui que vous avez appelé l'IGF ou le contrôleur de la ville. Donc, vous comprenez déjà, dans ce fameux programme, il y avait une volonté manifeste de détourner le fonds public. Et nous l'avons démontré. Mais vous savez qu'est-ce qu'on vous a fait? On vous a présenté comme s'il y avait un procès pour le programme 100 jours. Alors qu'en réalité, les éléments essentiels qui devaient définir la démarche de la justice n'ont pas été abordés. Donc, vous comprenez qu'il y avait déjà une volonté manifeste dès le premier jour de détourner le fonds public. Vous prenez le deuxième élément, le document en rapport avec le fameux programme des 145. L'enveloppe globale était prévue, l'enveloppe globale était estimée à 1,660 milliard de dollars. Juste pour la coordination, ils avaient droit à 210 millions de dollars. Et le reste, j'ai dit ici, 1,450 milliard était destiné pour financer le projet de développement, entre guillemets, au niveau de
personne ne se soucie à faire l'évaluation. Mais moi, je peux vous démontrer ici, sur base de leurs propres données, que nous n'avons jamais atteint cet objectif. C'est-à-dire qu'il fallait construire des infrastructures de base, notamment les écoles, les hôpitaux, réhabiliter certaines routes et déserts agricoles, soutenir les agriculteurs pour justement arriver, n'est-ce pas, à relancer l'économie à ces niveaux. Nous avons considéré que ces décisions étaient irréfléchies et inconstitutionnelles, d'autant plus que la Constitution ne leur avait pas conféré le pouvoir. Mais si vous regardez dans la charpente institutionnelle, où l'organe qui était censé de mettre en place, de veiller sur la mise en œuvre, vous allez vous rendre compte que M. Félix était infini. Parce qu'il y avait plusieurs niveaux de décision, et lui, il était dans la coordination politique avec le gouverneur. Or, malheureusement, cela n'a pas été fait. Et là, dans ces tableaux, vous comprenez directement qu'il y a beaucoup de ramifications. Elle-même, elle avait dit que dans l'objectif, il devait construire plus de 2000 infrastructures de base. Et dans la même émission, elle a dit que c'était pratiquement dans les 500 qui représentent pratiquement 25%. C'est-à-dire qu'il y a eu 25% de taux d'exécution. Mais je peux vous certifier ici, dans la plupart des cas, ces projets-là n'ont pas abouti. Nous avons des éléments sur Maïndombe, sur l'Équateur, donc, vous comprenez qu'il y a une volonté manifeste de détourner le fonds public. Nous avons un autre élément. C'est en rapport avec la création de structures parallèles. Je vais tenter de vous démontrer que la présidence de la République, comme l'a dit M. Nicolas Kazadi, pour le paraphraser, M. Nicolas Kazadi a dit qu'ils auraient créé 53 structures et dans la plupart des cas, ces structures sont billets du bord. Je vous donne juste un cas. Depuis 1960 jusqu'à ce jour, nous n'avons jamais eu le bureau du conjoint du président de la République. Félix Séké a créé une structure appelée le bureau du conjoint du président de la République. C'est juste à titre d'exemple que je le cite. Dans ces bureaux, il y a 8 personnes. Et le chef de bureau a rang, en termes d'avantages, a rang du ministre. C'est-à-dire que tout ce que l'on donne à un ministre, c'est ce qu'il perçoit comme rémunération. C'est lui qui vient juste après lui, à rang de vice-ministre. Et c'est lui qui vient après, à rang de directeur, de secrétaire général du gouvernement. C'est-à-dire, vous comprenez que dans les structures créées par M. Félix Sekedi, toutes ces nous avons un gouvernement parallèle parce qu'au niveau national, nous avons 55 membres du gouvernement. Au niveau de la présidence de la République, entre guillemets, il y a des gens que le ministre, dans cette ordonnance, dans son tableau, on vous dit tableau actualisé des équivalents des rémunérations et autres avantages sociaux de membres du gouvernement central avec ceux de membres du cabinet du président de la République par référence à l'équivalence des grades. Cela veut dire le directeur de cabinet de M. Félix Sekedi et le haut représentant et envoyé spécial en rang de vice-premier ministre. Les directeurs de cabinet adjoints, il y en a 4, en rang de ministre d'État. Le conseiller spécial, envoyé spécial, conseiller privé, chef de maison civile, chef de maison militaire,
coordonnateur d'un service spécialisé créé au sein du cabinet du chef de l'État, le directeur du bureau conjoint du chef de l'État, le médecin personnel du chef de l'État en rang de ministre, le conseiller principal, assistant principal du directeur de cabinet, le représentant du président de la République auprès de la francophonie, le chef du service du protocole, directeur de la communication présidentielle, directeur de la presse présidentielle, sécurité indienne, représentant personnel, intendant, directeur adjoint du bureau du conjoint du chef de l'État, assistant personnel, assistant financier du président de la République, assistant logistique du président de la République, chargé de mission, coordonnateur administratif, secrétaire particulier, secrétaire général auprès du président de la République, porte-parole, tous en rang de ministres délégués. Conseiller, secrétaire administratif, trésorier général, chef de service adjoint du protocole, directeur adjoint de la communication présidentielle, directeur adjoint de la presse présidentielle, porte-parole adjoint, secrétaire administratif du chef de l'État, chargé des relations publiques du chef de l'État, assistant du directeur de cabinet et du directeur de cabinet adjoint, tous en rang de vice-ministre. Officier d'ordonnance, chef des éléments de la garde du directeur de cabinet adjoint, du conseiller principal en rang de directeur de cabinet du ministre. Chargé de mission adjoint et du conseiller principal et le chef de cabinet. Je crois que vous avez bien compris. C'est-à-dire qu'au niveau de la présidence, il y a des gens qui ont pratiquement le même rang que le membre du gouvernement. Et au regard des données que nous avons, la présidence à elle seule, en 2023, d'après le BEP, avait pratiquement 1148 personnels. Ce qui sous-entend quoi? L'essentiel du budget est consommé par le personnel à la présidence. Je crois que si nous sommes suffisamment sérieux, nous devons comprendre directement qu'il y avait une volonté manifeste à créer les conditions de manifestation financière. Et donc, vous convention de la République. Il a de ses copains, copines, et aujourd'hui, nous tous nous sentons le poids de la fonctionnalité de ces institutions politiques. Peut-être que vous serez sur $7 millions au cours d'une seule année. Et si vous faites une moyenne, vous allez vous rendre compte que la présidence à elle seule arrive à consommer 2 millions de dollars par jour en termes de fonctionnement. Si nous ne parlons même pas de la rémunération, en termes de fonctionnement. Et donc, comprenez que le pays a effectivement été mal géré et cela résulte de la seule volonté de M. Félix Tshisekedi. Je voudrais donner certains autres éléments en rapport avec les autres aspects de finances publiques. En règle générale, pour que l'on arrive
à initier le projet, à mettre en œuvre le projet, il y a des séquences, il y a des phases. La première des choses, le projet ne doit pas être conçu par le gouvernement en tant que tel. Ce n'est pas au niveau du gouvernement que l'on doit dégager le besoin. Les besoins sont manifestés par les entités intérieures, c'est-à-dire les provinces, les divisions. Ce sont les divisions qui conçoivent, n'est-ce pas, le projet au regard d'un besoin. Et c'est souvent de ces besoins que l'on conçoit le projet. On conçoit le projet, on envoie au niveau du sommet, parce que justement, l'essentiel des projets sont conçus dans le cadre de la concentration du pouvoir. En règle générale, certains projets devaient être conçus au niveau de province parce que ça relève de leurs compétences. Nous sommes dans le régionalisme émotionnel, dont le maître mot reste la décentralisation. Fort malheureusement, ils se sont accaparés de tout le pouvoir. Voilà pourquoi ils ont initié le programme 100 jours. Parce qu'en réalité, le programme 100 jours, l'essentiel des éléments devait venir de la compétence de province. Ils se sont accaparés de ces compétences, justement parce qu'ils voulaient créer une opportunité pour détourner le fonds. De la même manière, nous vous avons dit que le 145 territoires, l'essentiel des éléments de ce projet ou de ces programmes relevait de la compétence de province. Le fait seulement que nous ayons mis en exergue cette réalité, ils ont tenté d'incorporer dans les organes, le gouvernement, les administrateurs du territoire, juste pour la supervision, mais partout passer l'argent, c'est à leur niveau que tout se faisait. Vous voyez, la première instance, la coordination politique, deuxième instance, coordination stratégique avec le Premier ministre ainsi que le ministre sectoriel. Vous avez la coordination opérationnelle avec la ministre en charge du plan et certains autres ministres sectoriels. Et il y avait d'autres structures parce qu'il y avait 5 niveaux. Et l'administrateur du territoire s'est retrouvé à la fin. C'était juste pour constater qu'il y a effectivement un projet qui est exécuté. Ce que nous avons compris, l'essentiel de ces projets, dans la passation du marché, on n'a pas respecté la procédure. Parce que justement, ils savent que si vous respectez la procédure, il va falloir veiller sur la qualité des entreprises qui auraient bénéficié de la confiance de l'État. Parce qu'en règle générale, on fait l'appel d'offres. Et cela permet, n'est-ce pas, aux entreprises qui ont la capacité de répondre aux exigences techniques et financières de ce projet, de donner des éléments. Et parmi ces éléments, il y a notamment l'expérience. Dans cette expérience, il y a aussi la capacité financière à financer la première phase qui, généralement, ne dépasse pas 30%. Et donc, vous comprenez que dans ces contextes, si on respecte la passation de marché, on va se rassurer sur la qualité des entreprises qui devaient en réalité mettre en œuvre le produit du projet. Ils n'ont pas respecté ça. Ils ont fait ce projet de gré à gré, ils ont passé les marchés de gré à gré, et naturellement, il n'y avait que eux qui avaient la capacité de se rassurer de la qualité de ces entreprises. Deuxième élément, c'est ce qui doit nous intéresser. Nos amis du pouvoir n'ont jamais respecté dans tout ce qu'ils ont fait la procédure sur le décaissement de fonds. Chers concitoyens, tous ceux qui ont des notions de finances publiques savent que dans la chaîne des dépenses, il y a 4 phases essentielles. La première des phases, c'est la phase d'engagement. C'est là où l'État se rassure d'avoir prévu ses dépenses. C'est-à-dire, le gouvernement doit se rassurer par ses services que le dit projet ou le projet concerné avait bénéficié d'une ligne de crédit. C'est-à-dire que l'État doit se rassurer que ce projet était prévu dans le budget. Et il y a tout un service au niveau du ministère du Budget qui se rassure, qui rassure l'État de la conformité de la procédure. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un projet, ça a été, ces projets émargent dans le budget, on sait pertinemment bien que l'État s'est engagé, et en ces moments-là, il donne son quitus pour que la procédure continue. S'il constate à son niveau qu'il n'y a pas de soubassement,
il abandonne, il n'a pas besoin d'évoluer. Après avoir rassuré l'État de son engagement, on procède maintenant, on va maintenant au niveau de la liquidation. Dans la liquidation, il y a toute une démarche, justement pour voir comment l'État va-t-il payer. Et après, il y a ce qu'on appelle l'ordonnancement. L'ordonnancement s'effectue justement pour vérifier et le numéro de compte et le coût. C'est-à-dire que toutes les études qui ont été menées doivent être déposées au niveau de la direction du trésor et d'ordonnancement pour qu'on se rassure qu'effectivement, l'État est en mesure de payer et cette entreprise respecte fidèlement les normes édictées par nos lois. Est-ce que la procédure a-t-elle été respectée? Est-ce que cette entreprise paye-t-elle les impôts? Est-ce que cette entreprise a effectivement la capacité de rembourser? Est-ce qu'il y a eu un projet du plan de décaissement pour que l'on sache qu'est-ce qui va se faire et comment évaluer? Lorsque le DTO finit son contrôle, il émet un document essentiel. Essentiel de la loi des finances. C'est-à-dire que l'on doit veiller au respect strict de cette loi qui organise les dépenses publiques dans l'État. Le fait seulement qu'ils n'ont pas respecté la procédure, ils vont outrepasser leurs compétences, ou sinon, il y a dans la LOFIP, il y a une norme qui vous dit assez que l'on prenne des décisions exceptionnelles dans des cas exceptionnels. Voyez-vous, ce n'est pas interdit de décaisser l'argent sans respecter la chaîne des dépenses, mais il faudrait procéder par la régularisation ensuite. La loi prévoit les matières, le cas exceptionnel. Ce n'est pas pour tous les projets. En ce moment-là, on vide l'État de sa capacité à contrôler. Or, comme vous le savez, dans la gestion de manière classique, la fonction qui permet aux gestionnaires de corriger les imperfections de gestion, c'est la fonction contrôle. Et si vous regardez dans le fonction managériale, en dehors de la planification, organisation, direction, il y a une quatrième fonction qui est la fonction contrôle. C'est grâce au contrôle qu'on amène les mesures de mitigation. C'est grâce au contrôle qu'on veille sur l'application stricte de ce qui est prévu. Le fait seulement qu'ils ne veulent pas passer par le contrôle, ils créent des mécanismes exceptionnels en vous disant, par exemple, nous sommes en pleine avant campagne, on doit décaisser l'argent d'urgence,
pour plaire au chef. Et dans ce contexte-là, le gouverneur de la Banque centrale ne peut pas s'y opposer. Il vous souviendra, lors du congrès de 2019 de M. Félix Tshisekedi, je crois que c'était son premier congrès, face à l'Assemblée nationale et au Sénat, M. Félix Tshisekedi vous a dit qu'il avait l'intention de construire des logements pour les militaires. Et il y avait un ministre de l'époque, Célie Alaboule, qui s'était constitué en obstacle. Justement parce que Célie Alaboule, il voulait appliquer ce qui est dit par le manuel de procédure. Et à la fin, vous connaissez la suite. C'est-à-dire que si on respecte la procédure, avant même que l'État ne s'engage à décaisser l'argent, on va déceler le faille. On va empêcher à ce qu'il y ait des paiements. Mais le fait seulement que l'ordre vient d'en haut et que nous sommes dans une gouvernance d'oralité, on n'a pas besoin de documents. L'essentiel pour eux, c'est d'avoir l'essentiel pour eux, c'est d'avoir le cutus de la personne que vous présentez généralement comme chef d'État. Et c'est comme ça qu'on crée l'isolation et les détournements. Alors, je voudrais à ce stade vous dire, si déjà en termes de féminisation, tu gagnes plus, en termes de
problème qui apparaît, question de la parité. L'argent qui a été décaissé dans le cadre de ces projets était transféré à un compte bancaire en Afrique du Sud. Dans l'économie sud-africaine, on n'utilise pas le dollar comme chez nous. Les opérations se font en monnaie locale. Mais lorsqu'on fait les transferts d'un compte congolais vers le compte sud-africain, il y a de frais à payer. Non seulement le frais bancaire, mais il y a aussi le cas de parité, le cas de taux d'échange. Parce que nous n'appliquons pas le même taux. Et lorsqu'on fait ces transferts, il y a une quantité d'argent qui se perd dans ces opérations. C'est pas un cas. Les centaines d'entre vous ont le numéro M-Pesa. Vous avez le compte M-Pesa en francs et en dollars. Quelqu'un qui vous doit $20, qui voudrait effectuer une opération de paiement, il a l'argent en dollars. Mais il doit vous l'envoyer en francs congolais parce que vous ne voulez pas qu'on vous envoie en dollars, parce que vous avez ce qu'on appelle le rallonge. Vous devez à l'opérateur l'argent. Comment il doit procéder? Il doit vous transférer le $20, lui-même va constater qu'on va défalquer le fait de transfert. L'argent qu'il vous envoie sera au taux d'achat et au taux de vente. De là, vous allez percevoir 28 000 multiplié par 2. Mais quand vous allez faire sortir l'argent pour payer cette fois-là, les dollars, vous allez convertir à 2885. C'est-à-dire que dans ces opérations, il y a les frais à payer. Et je crois que tout le monde comprend. C'est ce qui s'est passé avec le fameux projet Tangalo. Et le procureur général près de la Cour constitutionnelle, ne cherchant pas à associer les techniciens pour démontrer le côté technique de la procédure, il va prendre une décision sur ce point-là sans nécessairement intégrer l'aspect technique. Deuxième élément, c'est par rapport à la responsabilité des uns et des autres. Je commence d'abord par la responsabilité de M. Matata. Au-delà du débat sur les immunités ou pas, M. Matata, en tant que Premier ministre, est en droit d'initier le projet parce que cela relève de la compétence de son département ou de son institution. Cependant, il n'a pas respecté certaines procédures en termes de passation des marchés. Mais ce qui est vrai, dans la plupart des cas, il n'a pas aussi respecté la procédure en termes de décaissement de fonds. Parce que l'argent ne sortait pas en respectant la chaîne des dépenses. L'essentiel de financement qui ont été effectués se faisait en mode d'urgence. Et nous allons vous apporter des éléments. Seulement parce qu'ils n'ont pas respecté ça, ils ont été rattrapés. Parce que la traçabilité n'a pas été effective du fait qu'ils n'ont pas tenu compte de ces éléments-là. Et la conséquence aujourd'hui, ils répondent devant la justice, bien que la procédure n'est pas jusque-là respectée. Deuxième élément, le gouverneur de la Banque centrale. C'est là où maintenant nous fustigeons le comportement du juge ou le comportement du procureur. Le gouverneur de la Banque centrale, en règle générale, n'intervient pas dans la chaîne des dépenses. Nous l'avons démontré et nous vous donnons le document qui insiste là-dessus. Le gouverneur de la Banque centrale, c'est lui qui gère l'institution Banque centrale. C'est lui qui gère l'hôtel de monnaie. Il n'intervient pas dans la chaîne des dépenses. Je vous ai dit ici, dans la chaîne des dépenses, il y a 4 phases. Dans la phase de paiement, l'ordre n'est pas donné au gouverneur. L'ordre est donné à l'institution. Mais dans l'institution, le gouverneur supervise le tout. Mais ce n'est pas lui qui s'occupe des opérations. Il y a un directeur chargé des opérations au niveau de la Banque centrale. C'est lui qui a le code déchiffré pour comprendre la quintessence du message du gouvernement. Et lorsque l'ordre est intimé, le gouverneur de la Banque centrale n'a pas droit de mettre en cause l'ordre du ministre. À cette époque, c'était écrit.
Ce qui est surprenant, qui a intimé l'ordre des décaissements. Je vais vous le démontrer sur le document. Intimer l'ordre de décaisser le fonds, c'est lui qui a intimé l'ordre. On va libérer le compte en donnant les essentiels des informations sur le compte. Et ce qui est surprenant, lui, il n'est pas jugé. Il est jugé le gouverneur de la Banque centrale, qui n'est pas dans la conception du projet, n'est pas dans la mise en œuvre du projet, il n'a pas participé dans le financement du projet, il n'est pas dans le contrôle des informations techniques du projet, mais lui sera condamné et nous reste et nous serons. On dédouane quitter et on veut responsabiliser le gouverneur de la Banque centrale. On dédouane le ministre de l'Agriculture, on dédouane le ministre de l'Industrie, on dédouane le ministre de l'Énergie qui ont palpé le projet et on veut condamner de la Banque centrale. Et vous allez trouver dans le document qu'on va vous distribuer que Piketty intimait l'ordre. Intimer l'ordre. Mais lui n'est responsable de rien. Et vous comprenez pourquoi? Parce que justement, il a accepté d'intégrer l'union sacrée. C'est-à-dire, l'union sacrée aujourd'hui, c'est une sorte de blanchisserie. Tous ceux qui ont détourné le fonds public, tous ceux qui ont participé dans la gestion des finances publiques, tous ceux qui ont payé la malversation financière, sont protégés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la justice n'est pas au service de la vérité. La justice est au service du pouvoir. Et donc, naturellement, vous pouvez d'un côté, on arrête, de l'autre côté, on n'arrête pas. Et pour conclure, je voudrais insister sur les déclarations prophétiques et salvatrices de M. Nicolas Kazadi. Et je vais conclure par la démarche de M. Angate. M. Nicolas Kazadi vous dit ceci. En règle générale, lorsqu'ils initient le projet, ils ne visent pas l'amélioration des conditions de vie de la population. Mais ils visent par contre l'assouvissement ou leur souci de s'enrichir au détriment de la société. C'est-à-dire, ils initient le projet, ils décaissent de fonds publics, ils se distribuent ou se redistribuent l'argent public, et c'est après qu'ils réfléchissent sur le comment justifier les décaissements de fonds. Je ne sais pas si vous avez compris la gravité de ce qu'il a dit. C'est-à-dire qu'il vous dit, l'État congolais aujourd'hui est géré par des cannibalistes, est géré par de vampires, de vautours, des charognards, des gens qui viennent détourner le fonds public et par la suite justifier les décaissements de fonds. C'est par exemple le fameux programme du 145 territoires, nous avons cité. Ils vont décaisser 710 millions de dollars pour la première phase et après, ils vont chercher maintenant à jeter quelques sémences ici et là pour qu'on vous dise voilà, on a construit. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vous présentent 145 bâtiments administratifs. Ils vous présentent quelques écoles, même des écoles qui ont été construites à l'époque de Matata Pogno. Les écoles à parachever. Ce que je dis, vous les tirez dans le document qu'on va vous donner sur le programme des 100 jours. C'est-à-dire, c'est comme ça que ces gens se sont organisés. Et vous dites, non, on crée des structures. Il vous dit, non, on retourne l'argent pour justifier le décaissement de fonds. Il se distribue. Mais à chaque fois, quand on lui fait des pressions, quand on lui demande, on lui pose la question, mais qu'est-ce que vous dites quand vous êtes au Conseil des ministres? Il vous dit, ce n'est pas facile. C'est-à-dire que quand ils prennent des décisions, si vous fustigez les détournements de fonds, tout le monde se ligue contre vous. Il n'a jamais dit que Félix Tshisekedi l'accompagnait dans ces débats-là. Parce que justement, si on peut se le dire, Félix Tshisekedi n'est pas exempté de la responsabilité. En lisant les dispositions pertinentes de l'article 164 de la Constitution, vous allez vous rendre compte que le président de la République peut aussi être poursuivi pour la malversation financière.
Et la conséquence, c'est quoi? C'est-à-dire que l'État qui n'a pas assez de moyens pour financer les opérations de la fonctionnalité des institutions, l'État qui n'a pas assez de moyens pour financer le programme de développement du pays, l'État qui n'a pas assez de moyens pour payer la rémunération des agents qui a un caractère alimentaire, les gens préfèrent détourner l'argent public. Et donc, comme conséquence, la paupérisation des agents publics de l'État. Vous savez pourquoi nous perdons la vie? Parce que nous sommes gérés par des détourneurs. Nous sommes gérés par des détourneurs. Voilà pourquoi nous disons, il pourrait bien à vous, journalistes, de dire la vérité au peuple. Parce que si vous-même, vous n'avez pas l'information, si vous ne savez pas orienter votre discours, votre démarche, vous encouragez les détourneurs. Nicolas Kazadi a dit qu'il y a Alingué qui paye l'argent aux gens pour communiquer en sa faveur. C'est vrai qu'Alingué qui n'est pas un saint. C'est vrai. C'est vrai que moi, je l'ai jamais apprécié. C'est vrai. Mais du moins, il fait quand même semblant. Il fait quand même semblant de contrôler. Il a été sanctionné. Alors, je vous donne juste certains éléments. Il y a un dossier, n'est-ce pas, avec Perenco, de plus de 192 millions de dollars. Il y a une enveloppe de 10 millions de dollars qui est donnée à la population riveraine. S'il vous plaît, chers journalistes, allez vérifier où en sommes-nous avec la gestion de ces fonds. Alingué a initié une enquête dans ce sens-là. Cette enquête risque de ne pas être publiée. Il y a le dossier de Camille. Il y a le dossier de la caisse pour les agents publics de l'État. Vous savez qu'il y a on a fait des achats, on a acheté des immeubles ici et là. Vous savez qu'il y a beaucoup de dossiers en termes de finances. Monsieur Alingué a fait une interview où il a démontré qu'à Lualaba, il y a des gens qui ont détourné le fonds public. Plus de 200 millions de dollars. Il y a autant de dossiers liés aux finances publiques qu'il a eu à fustiger. Mais, enfin, qu'est-ce qu'il y a eu? Il a été sanctionné pour avoir dénoncé. Ce qui est grave, Nicolas Kazadi a été cité dans le sale dossier. Il n'a jamais été inquiété. Mais le jour où il a pris le courage de dénoncer, qu'est-ce qu'on nous apprend, bien qu'il n'ait pas la certitude, qui serait arrêté. C'est-à-dire que dans ces pays, on arrête les dénonciateurs, on n'arrête pas les détourneurs. Ce n'est pas la société que nous voulons. Ce n'est pas cette société-là. Je suis désolé. Ce n'est pas cette société que nous devons soutenir. L'essentiel d'entre vous sont des générations. Nous avons été classés parmi les générations sacrifiées. Nous ne pouvons pas soutenir les détourneurs. Nous ne gagnons rien là. Rien. Pourquoi nous vous exhortons de dire au peuple, le pays est géré par des vampires, des gens qui veulent détruire notre avenir. Nous sommes en droit de revendiquer. J'ai un dossier au niveau du tribunal de grande instance pour enfin dénoncer. Qui a un dossier de détournement? Il n'y a pas. Le tombeau est vide. C'est-à-dire qu'ici, on érige en crime la dénonciation et on encourage le détournement. Si vous êtes détourneur, près de la maman ou de l'autre de X, Y, là, on vous protège. Mais si vous dénoncez contre l'ami ou le cousin de la maman ou du papa, en ces moments-là, on va vous hisser au niveau de patriote. Alors, je vous demande de dire non au détournement, oui au développement et à la rationalité de la gestion des finances publiques. J'ai dit et je vous remercie. Merci, monsieur. Merci, chers professionnels des médias. Vous avez compris que l'exposé était vraiment important et cela se justifie et Gianni Camera, donc je suis obligé de me mettre ici pour remplir mon devoir.
Maintenant, nous allons passer aux questions-réponses. Messieurs, après, ce n'est pas tout le monde qui va poser des questions. Et puis, il y a une décision. Notre hôte de la rencontre, c'est tellement éloquent que lorsqu'il s'exprime, c'est normal. Il y a une complicité constatée. Comprenez néanmoins ce que nous allons faire ici. On vous passe le micro pour poser au maximum des questions par organe. Au maximum des questions par organe. Lorsque vous posez vos questions, ici, sans complexe, en tout cas, soyez calme, soyez à l'aise, c'est bilingue. Si vous posez votre question en lingala, on va vous répondre en lingala. Ceux qui s'expriment en français, vous allez aussi poser vos questions en français. Donc, au maximum par organe, des questions. Qui commence les premiers, bien vous. Qui commence? Bonjour. Monsieur Bolo, bonjour. J'ai suivi le mouvement qui est à l'affaire. Mais dans votre discours, j'essaie un peu de constater, permettez-moi l'expression, vous prêchez beaucoup plus pour la chapelle du gouverneur, l'ancien gouverneur de la banque et l'ancien chef de service de l'IGF, M. Alingué. Je peux conclure quoi, ou les gens peuvent conclure quoi? Vous avez organisé ces points de presse pour essayer un peu d'éloigner, de laver ces deux messieurs, puisque les gens peuvent se dire que non, Bolo a été sous-traité pour d'éloigner ou laver ces deux messieurs ici. C'est quoi l'objet de ces points de presse? C'était pour essayer un peu de poser quelques bases, ramasser des anciennes histoires. Certes, ça engage la dépense publique, ça engage l'État. Ça a été juste utilisé comme des objets un peu superfétatoires, mais l'objet principal était d'éloigner M. Alingué et l'ancien gouverneur de la banque, M. Léo Gracias. La deuxième question, s'il vous plaît. Vous avez beaucoup plus évoqué les côtés négatifs des l'électricité. Mais en ce moment, en dehors des côtés dépenses et en dehors des côtés détournements, nous avons aussi un autre aspect qui est très important actuellement, c'est bien évidemment la guerre ou l'agression rwandaise contre la République démocratique. En aucun cas, vous avez évoqué cela. Aujourd'hui, nous parlons d'accord. Aujourd'hui, nous parlons de certains dignitaires qui ont rejoint la rébellion. Pourquoi Alain Bolo ne se prononce-t-il pas? Êtes-vous des mèches avec ces gens ou quelle est la conclusion que les gens peuvent tirer concernant votre silence dans ce point de presse concernant la pression rwandaise contre la République démocratique? Le suivant. Alors, Cadette, ok. Ils ne sont pas nombreux. Okay. Je réponds aux deux questions et puis on évolue. C'est bon. Risque de tout mélanger. Et je vous demande les questions déjà posées, de révéler ça à la suite à la ministre de faire l'énergie. Je vais donner la même réponse. Je comprends par vos questions que dans ces pays, soit on est pour le mal parce qu'on est payé, soit on est pour le bien parce qu'on est payé. Donc personne ne peut rien faire dans ces pays sans nécessairement être payé. Dans mes dires, apparemment, il est soutenu aussi Nicolas Kadhafi. Ah bon? Quand je vous dis que ce qu'il a dit, c'est vrai, quand je vous dis que c'est lui qui a donné les 53 agences créées, quand je vous dis qu'il crée des projets justement pour justifier les décaissements, vous pensez que je ne l'ai pas soutenu. Je devais dire quoi? Qu'il est sain? Non. Je n'ai jamais dit que M. Alingué était sain. Je n'ai jamais dit aussi que le gouverneur de la Banque centrale était sain. Je vous ai posé justement tous ces éléments-là parce que ça fait partie de notre méthode d'analyse. Nous avons pris plusieurs échantillons, plusieurs cas pour vous démontrer que le détournement est érigé en mode de gestion. La justice ne vient pas chercher à trouver de solution à nos problèmes, mais surtout pour habiller ce qui a été fait. Moi, dans ma démarche, si je trouve qu'il y a une innocence, je le fais, je le dis. Nous avons fait des émissions avec vous sur la question. Kamere, je vous disais qu'il était mal jugé et mal condamné. Vous pouvez me poser la question. Pour à ses proches, avait-il donné l'argent?
Vous savez la différence qu'il y a entre moi et l'essentiel de vos politiques. Je ne dépends de personne. Voilà pourquoi je me sens toujours libre de personne. Nous avons nos militants, nous avons nos membres, nous avons notre caisse. C'est vrai qu'il y a des gens qui nous soutiennent, qui ne sont pas membres de notre parti. Mais tous ne sont pas liés à ces projets. Nous le faisons justement parce que nous pensons que ce n'est pas normal qu'on nous amène de faux procès alors qu'en réalité, les vrais coupables sont ailleurs. C'est ça notre souci. Nous avons cité Alingate. Justement parce que c'est lui que vous tous vous avez présenté comme l'envoyeur en chef. C'est lui qui criait au voleur. Et nous n'avons jamais dit qu'il gérait bien son secteur. Mais nous disons qu'il y a des éléments d'information qui démontrent la suffisance que ce monsieur n'est pas éjecté de son siège. Le fait d'avoir posé certains actes répréhensibles, mais justement parce qu'il a dérangé certains centres d'intérêt. Et parmi ces centres d'intérêt, vous connaissez ceux qui en bénéficient. La question de la guerre. Le malheur avec le Congo, l'essentiel des journalistes ne parle que des questions d'actualité. Et ils prennent des aspects, je dirais, saillants, des aspects qui attirent, mais alors qu'on il faut payer les renseignements. Sans argent, on ne paye pas. Il faut accompagner le peuple. Il faut que le peuple accompagne le processus. Mais si le peuple, il y a des frustrations au niveau de la société, ne comptez pas sur l'accompagnement de la population. Les fonctionnaires qui sont sous-payés apprennent qu'il y a des détournements de fonds publics. Et vous voulez maintenant que cette population accompagne. Aujourd'hui, la question de route a une incidence sur la gestion de la guerre. Parce que si nos routes ne sont pas en bon état, naturellement, les opérations militaires connaîtront des difficultés en termes de déploiement, n'est-ce pas? Je crois que la politique doit se faire avec une nouvelle intention. Un parent incapable de payer les minervales à son enfant, s'il pense que le problème c'est le paiement des minervales, moi je lui dis le problème c'est la gestion de finances avant le paiement. Celui qui n'a pas d'argent ne peut pas payer les minervales. Celui qui veut gagner la guerre ne peut pas mesurer les fonds publics. Parce que si on arrivait à canaliser tout le fonds public, on allait avoir une armée de qualité et on allait gagner la guerre. Vous applaudissez les accords. Moi, je fétiche ces accords, d'autant plus que nous négocions en position de faiblesse et je considère que M. Pays, c'est qu'étant en fait, il a créé les conditions pour que l'État ne soit pas en mesure de financer la guerre. Et vous pensez, je dois soutenir. Ce qui est grave, vous dites, je suis en connivence avec... Non, j'ai posé la question, je n'ai pas dit juste. Oui, vous avez affaire à un psychopédagogue, j'ai compris. Vous dites que je suis en connivence ou je serai en connivence du fait de n'avoir pas connu. Vous voulez que je vous dise vrai. Ça ne sert à rien de condamner ceux qui nous font la guerre. Ça ne sert à rien de condamner ceux qui nous font la guerre. Comment? Nous devons plutôt condamner ceux qui sont incapables de nous défendre. Parce que ceux qui nous font la guerre ne sont pas régis par les mêmes normes que nous. Nous prenons pour la République et prônent pour l'anarchie. Nous avons créé l'armée, le gouvernement, pour nous sécuriser contre ces genres de personnes. Si notre État est incapable, ne me poussez pas à chaque fois de dire ils ont fait la guerre, nous sommes agressés. Non, ça c'est vous. Moi, en tant qu'élite politique, je me pose la question. Comment sommes-nous devenus incapables de faire face au M23 qui était défait en 2013? Et au-delà de tout, si vous nous reprochez le fait de n'avoir pas condamné la résurgence du M23, pourquoi soutenez-vous alors ceux qui ont donné le moyen au M23 de les soutenir? Vous comprenez que les traîtres ne sont pas de ce côté, les traîtres sont de l'autre côté. Félix Tshisekedi, il est au tête.
Et ceux qui rejoignent là. Merci. Merci. Non, il rejoint de la même manière que Félix Tshisekedi avait rejoint Kagame. Ce n'est pas une émission, s'il vous plaît. De la même manière, il a rejoint Kagame, il a embrassé, ils ont chanté pour lui, Yonanobu à Kagame, ils ont donné 30 vaches à la famille de l'ancien ministre en charge des Affaires étrangères du Rwanda. Ils ont donné le moyen au M23 de réfugiés. Si je dois condamner, je condamne celui qui est responsable parce que je ne veux pas à chaque fois condamner mon papa, le fait de n'avoir pas, je ne dois pas condamner l'employeur dès lors que mon papa est devant moi. Sauf peut-être si vous considérez que Félix Tshisekedi n'est pas digne de mes critiques. Ok, merci. En tout cas, merci. Ah, soyez concis, s'il vous plaît. Il y a eu concert. Il y avait déjà s'était manifesté pour poser la question. Ok. Bonjour. Je réponds des questions en bas. Histoire moi, on est quand même un désert. Pour la mec qui est l'émission vidéo, mais pour ça, je dis que Congo, ils ont investi dans la tasse 55 km. Alors, pour la conjoncture, c'est 5 km, on a gagné là. Et c'est bien la vie sur le salaire. Il y a 155 milliards. Alors que pour la conjoncture, mon frère a 155 milliards de dollars. Et c'est bien la vie sur les États-Unis pour 155 ans. Auto voyageuse. Il y a 30 milliards. Mon corps a des députés dans la calle. On va gagner la Congo, il y a une vie ministre de l'infrastructure à Douala, chaque année, 2,5 milliards de dollars. Le Congo est allé dans le Congo. L'année dernière, ministre de l'infrastructure, montant on a un bon point pour ça la vente là. Tout le monde a mis balise à l'eau. Donc, la Takio, lobby, la micro y a dans le chiffre. Donc, il y a pas de journaliste, on voit qu'à travers une maréchal de Boutou, et que ici d'autres nayo ya bomwana wanazalaki na kukutana na kibangishi et olobaki lisusu mpona keno komba na yo ya ti ezalaka bongo mpona bapo parce que yo moko obimeli famille noble oyo wati eyebani na mbandaka et olobaki ke à chaque fois soko obimi na ndako na yo otikaka testament ende nakeli boye nayebi te soki na kozonga motu na nde ezali lelo mpe ndenge obimi Merci. Merci. Je réponds directement à ma question. En fait, c'est ça notre problème. Les gens aiment plus parler des individus que des problèmes réels. Balobi a fait ça à plus de 2 milliards de dollars dans le ministère. L'infrastructure est en dilaté. Un bâtiment, nous sommes les agriculteurs. Ce qui va faire, ça va être 2 milliards de dollars à peu près. Combien il y a de Tchakanandela? Et non, 1 milliard 500 millions. Si l'État dispose 1 milliard 500 millions, tout calcul fait, ça nous fait pratiquement dans le 1000 à 1500 dollars, ça dépend du cas. Parce que Félix Tshisekedi, à ça, de là à 6 millions 200 et quelques 1000 dollars, il y a 1,46 km. Félix Tshisekedi est mon pauvre. À ça, de là, il y a 4 millions 300 000 dollars de kilomètre. Ah, on est Kinshasa. Vous avez dit, avec du commerce, 1,46 km, il doit 6 millions 300 000 dollars. Donc, si nous prenons dans cette enveloppe-là, il y a 1 milliard 500 millions dans le Tchad à là. Vous remarquez, et là, vous savez, ils pratiquement dans le 1000 km. Tout dans la 155 000 km. Ce qui est divisé, 1 milliard, ce qui est dit 150 km divisé en gros, 150 000 km divisé par 1000 km avec possibilité à retourner. Ce qui fait ça, ça nous fait 155 ans. Donc, quand on va ça va nous demander 155 ans. Quand on a la passe, c'est-à-dire, on poser la question, on a dit que Mbongo et Imaka. On posé la question. Nani amoni plus de 1000 km où est Tongami par an en Mbongo. C'est-à-dire,
Mais ce qui a progressé 6 ans de pouvoir. Ce qu'on appelle ça à 2 milliards de dollars chaque année. En réalité, après 6 ans, on devait avoir minimum 6000 km de route. Mundele a dit 300 et 400 et quelques kilomètres de route bitumée. Moukout a dit 800 et quelques kilomètres de bitumée. Kabila a commis pratiquement 4000 km de bitumée. Le Loneto, le bar, Félix Séki, sont en commune de Pelé. C'est dans les 500 km de bitumée. Mais tout le monde a un mot. Ce qui veut dire que l'argent de l'État est en train d'être détourné. Effectivement, quand on a qui bossait à papa, qui va Michi, toi, je l'avais dit. Parce que quand j'étais enfant, la manière que je souhaitais, il y a posé la question, il est posé dans mon coude. C'était ça mon rêve. Dans l'autre, tu vois, on a pour ici. Dans le bâtiment, je lui ai dit ça. Quand j'étais enfant, j'empillais ce que mon goût pesait. Après, qui va me poser la question, n'a pas un jour, n'a pas qui tu as papa a posé la question. C'est à testament, maman. Vous voyez, il y a un testament chaque année. Parce que dites-moi, on est aux arts de l'Uba. Vous avez un canina, vous avez un canina. C'est vous avez un canina, vous avez un conseil. Vous avez un testament. Vous avez bien pour battre pas un amour de problème. Les enfants savent, d'ailleurs, pas ça. Certains. Les enfants savent que la vie que je mène, le combat que je mène, peut arriver à n'importe quel moment. Maintenant, cher notre confrère, oui, c'est M. Mikaï Kaïndé, l'Exode.cd, l'Exode Magazine et puis l'Exode News TV Stéréotype. Alors, M. Alain Bolondjoa, depuis un moment, nous suivons toutes vos sorties médiatiques. Ça fait preuve d'opposition. Donc, vous êtes du côté de l'opposition. Naturellement. Alors, le gouvernement venait de lancer la consultation pour un nouveau gouvernement de l'Union nationale. Pourquoi n'avez-vous pas eu cette initiative d'adhérer aussi dans cette initiative initiée par les chefs de l'État pour travailler ensemble et apporter un plus pour un changement? Parce que tout ce que vous dégagez de votre tête, ça fait preuve de quelqu'un qui est intelligent, qui peut aussi apporter une pierre d'édifice pour le développement du Congo. C'était ça ma première question. J'ai une petite autre question. Alors, M. Alain Bolondjoa, vous parlez tout à l'heure de testament. Quand vous sortez de chez vous, vous avez l'habitude de faire un testament. Moi, je me rappelle que quand Lumumba parlait, Lumumba ne sortait pas de chez lui avec un testament laissé, d'avoir peur que tout ce que je fais, c'est pour l'intérêt de la nation ou l'intérêt de mon pays. Et pourquoi vous faites cela? Vous avez peur du pouvoir en place ou bien vous avez peur de laisser votre famille comme ça? C'était ça ma question. Bon, alors, la question a été posée en français pour répondre à Linga. Bazo poser une question. Mais tout le bacal pour tout ce qui est technique, on nous demande à nous d'aller répondre à une invitation. Il y a bateau yo, mais quand on imagine, ceux qui vont répondre à l'invitation. Et que Nicolas Kazalaï qui s'arrange, mon frère, nous avons un bus à toi, tout le monde s'arrange, bon, il y a l'état photo iba. Nous avons s'anga, nous avons un passé, nous avons parce que chez nous, les chrétiens, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ça, c'est une valeur chrétienne que personne ne peut ôter. Si moi je dis oui, je dis oui. Ceux qui me connaissent, c'est ça. On a nommé Benabo Bayaki, Bayaki au sein de tout ok. Vous voyez Benabo papa, tu commis. Oh non, monsieur Alain, tu Koutani, tout ça, bah, j'ai image n'a pas filmé, la salle peut intervenir, va sur la salle qui, non, c'est qui dit, tout ça, n'avait des péchés de l'État et l'équipe, après, va filmer, bah, l'équipe, c'est un truc, après, on va au niveau de la vie. Non, Alain, tout ça, les rêves, nous sommes des collègues. Dites-moi, n'a ça n'est. Ce gouvernement ne vaut absolument rien. Quand on ne va pas respecter la norme de gouvernance,
tant que le détournement de fonds est conçu par la personne qui devait défendre la Constitution, ne comptez pas sur moi. Je préfère rester, si je le suis, je préfère rester pauvre. Ma génération, ou les générations qui viennent après moi, ne sont pas condamnées à vivre la misère. Non, dites-moi, qu'est-ce que l'État gagne si Alain Boulouka a intégré une association de malfaiteurs? Comment ça comme ça? L'État gagne. Par rapport au testament, Lumumba a laissé un testament. Lumumba a laissé des testaments. Vous savez, moi, c'est. Mais là où peut-être que lui, il a échoué, parce qu'il n'avait pas dit, ses enfants, qu'est-ce qu'ils attendent? Il attendait d'eux. Parce que Lumumba nous prenait nous tous comme ses enfants. Ils ont tout bénéficié dans la philosophie de Lumumba, mais pas dans la biologie. Parce que, justement, les parents ont tendance à ne pas intégrer la bonne famille. Oui, beaucoup de gens ont commis mal. Oui, il y a Kimba. Oui, il y a Mamba. Oui, il y a Nani. Oui, il y a Bamba. Oui, il y a Yanzuzi. Boyebi bana elengesa. Boyebi bana ya nani muzungu. Bokosani ke bango bakufaka pour la démocratie. Boyebi bango te. Pourquoi boyebi bana bao bakufa te? Laissez-moi le temps d'éduquer les enfants pour que bana la armée mentalement tout éventuellement. Avec pays c'est que le ata yete. Yekuta webo ke longa wa antiko na bomo. Entourage de Félix Tshisekedi. Merci, on va prendre grâce à Ntumba et puis les derniers intervenants, comprenez que nous devons chier, mais aussi une précision, rester dans le contexte de ce point de presse qui est la gestion des finances. En tout cas, nous savons que nous, journalistes, nous préférons des questions d'actualité, mais restons dans le cadre de ce point de presse. Bonjour, papa est là, et dans le Ntumba, il y a du mal à télévision. Kotala ngai ezali mibale. Ya liboso ezali kotala mwa mboka Marlène. Marlène vuvu enlevé ye, arrêté ye, bakidnappé ye, soki aza soki wapi ezali koyeba. Wana to accusé ta bato oyo bazali koaccusé kupa. Kotala ngai mibale soki ezala. Toyebi kozali ozali na dossier ndenge moko koloba awa na Nicolas Kaza. Sur makambo oyo lo denosaka avant. Lelo lié moko Nicolas Kazali allié to le bango aye ko pesa lisusu ba koto e ko affirmer makambo oyo lo baka dossier wani e ko dala na niveau ni. En tout cas, on va répondre directement. La deuxième question na yo, si motivation na point de presse. Nga ba konvokanga na TGI pour avoir dénoncé les détournements de fonds. Sur fond du rapport, il y a IGF, il y a la déclaration, il y a le journaliste Israël Moutoum. Si vous avez la place, le procureur a condamné une année. Si vous avez un procès, vous avez condamné d'une année pour la diffamation, et pour la diffamation, 6 ans pour l'imputation dommageable. Et 6 mois pour l'imputation dommageable avec des amendes et tout ça financière. Tu vois, Mouto a porté une plainte à l'équipe à TV, à l'opinion que Toza, n'est Toza Kawana, Toyi, Arambo, à l'État, pour ceux qui ont sali projet, Tobi Sarambo. Quoi de plus normal que mon père se dise, c'est l'opportunité de démontrer que ce que tu disais, tu avais raison. Vous comprenez? Moi, ça les deux. Donc, c'est ça. Bisso, intérêt à Bisso, dans cette république, pour l'instant, c'est dénoncé. Tout à le quoi va garder. Bino, intérêt à Bino, c'est dire la vérité. C'est-à-dire, bon, ça peut être la vérité. Bino, nyon soit, vous n'avez pas pays, c'est que vous soutenez d'une manière ou d'une autre. Vérité, en gros, est diminuée. Balobi na biso na confirmé que Nicolas Kala serait arrêté pour aller dans l'oppositionnel. S'il est arrêté, est-il arrêté pour avoir détourné ou pour avoir dénoncé?
Certainement pour avoir les dossiers. Je le soutiens. C'est clair. Là, on a posé à tailler par ma tête. On a un problème de la justice, oui. Mais s'il fait quelque chose qui renforce davantage notre position, je le soutiens. Moi, je suis comme ça. Attends, celui qui te paie pas, il a les cams. Et vous savez, les cams, en masse à terre. Vous voyez, il passe à ça. Il me protège. Le son a dit que l'Union sacrée association des malfaiteurs. Comment tu peux dire ça? Selon Nicolas Kazadi. Par rapport à Merlin Boubou, par rapport à Bandegognon sur Bazali na difficulté, na dit ça Merlin Boubou ici là. Courage. Na voyez les choses jamais Batama Banga te courage. Mourir n'est rien. Vivre sous l'oppression, c'est mourir chaque jour en déshonneur. Mais là, vous, alors pratiquement, et que les en âge, nous sommes pratiquement de la même génération. Ceux qui va gagner Merlin, vous, pour avoir dit la vérité, pour avoir défendu la cause nationale de la politique, je ne peux pas me pleurnicher. Parce que ce n'est pas pour la nation. Parce que nous, il m'a honnête, il m'a cambia, pays. Et ça, vous coïncidez dans ma gamme, le plus besoin à gagner, vous l'élater. Vous continuez le combat. Et ça, pour s'arrêter. Certains Merlin, un autre Merlin, vous parlez net. Et puis, on va continuer le combat. N'abdiquons jamais à notre responsabilité. Parce que si nous abdiquons à notre responsabilité, cette association de malfaiteurs, d'après Nicolas Kazadi, va continuer à détourner le fonds public. Courage, mon jeune frère. Bunda, mais l'eau est vrai. La Constitution dit, si vous l'avez arrêté 48 heures après, il doit être devant son juge. Ce qui vous dit, soit tapé un avocat, soit tapé un avocat. Awa na Congo, okoyi ko kangama. Bakangi yo soki vendredi, baki ko kuta nzoto na yo côté ya Kingabwa balobi il s'est infligé. Ba moi sika o mina na il s'est infligé par ko luka ono ami beta il s'est dans ma tête on a trouvé un bloc net na ye il aurait dit. Nous continuons notre cours. Voilà, conclusion. Merci pour les questions-réponses. Conclusion et puis nous mettons en terme. C'est ça. S'il vous plaît. Voilà, je crois que nous avons fait l'essentiel. Nous voulons à ce que notre peuple atteigne. Na évité neni Kinshasa ko comme propre so ibaliyi baleki biso na courage. Mbongo nyonso esengela kitosala misala pona mboka oyo. Mbongo nyonso ebonga tosala misala na mboka oyo pour que to créer emploi. Tosala ke Kinshasa comme propre. Tosala ke mboka etambola malamu baisi biso bayiba. Bravo à Alingeti. Alobi même na loi pensika baloba ke basantu bazali. Abeti Matsolo à 200 millions de dollars Moroboe, où ils allaient magique. Attendez toutes les provinces, y compris la ville de Kinshasa. Toyo Kiawa, Makambuya Zando, frappe. Makambuya Mbongo Yanzela va aussi proposer à 2 milliards de dollars par an, frappe. Wana Koutou va député, je cite ici mon Koutou, Nani, comment? Willy Michiki, à sa motion dans l'Assemblée provinciale, dans l'Assemblée nationale, Balobi, le ministre de l'infrastructure ne peut pas être touché parce qu'il appartient à la Sainte Famille. Donc, lui doit être protégé. Les fonds publics sont en train d'être détournés. On présente ici qu'on aurait augmenté la solde des militaires. Je ne sais pas si un parent peut accepter d'être payé comme on paye les militaires. La jeunesse congolaise cherche à créer des emplois. Il n'y a pas d'accompagnement financier, justement parce que les fonds publics sont en train d'être détournés. L'essentiel de nos routes sont en mauvais état. Il y a un problème de logement. Il y a un problème en dessert en eau potable. Nicolas Kazadi a dit que le projet wana, ils ont qui peine à faire la liste wana. Abimi si bon on prend un courage, moutamona à noter. Bref, tous ces éléments-là, nous constatons que ces gens-là restaient impunis. Si Nicolas Kazadi serait arrêté du fait d'avoir dénoncé, je tiens à vous dire que la dénonciation aujourd'hui est un crime. Mais le détournement, c'est une vertu.
Parce que lorsqu'on le citait comme détourneur, il n'a jamais été inquiété. Il était en contact avec Félix Tshisekedi. Mais maintenant, là, s'il serait arrêté, le fait d'avoir dénoncé, en ce moment-là, il n'y a pas eu d'appel, on ne lui a pas dit, attends, on doit vérifier. Ce qui veut dire, cette société d'immoralité, je n'en veux pas. Vous voulez les changements? Je vous propose l'article 64. Parce que les délinquants de la République ne doivent pas continuer indéfiniment et infiniment à nous imposer leur immoralité. Voilà. Merci. Voilà ce qui met un terme à ce point de presse. Nous vous remercions, chers professionnels des médias. On se retrouve dans le couloir pour la continuité de nos discussions. Je reste avec une question. Tout le monde veut quand même poser une question, mais au moins, ce point de presse est terminé par ici. Nous vous disons un grand merci. On se retrouve à la prochaine occasion. Merci. Les BATS, lèvons-nous et bâtissons. Les BATS, lèvons-nous et bâtissons. Les BATS, un nouvel esprit pour un Congo nouveau.